vous en remercie. Et nous passons donc aux délibérations. La première concerne les ressources humaines. C'est la 1 et 01, et c'est la fixation d'une enveloppe de vacation pour les étudiants dans le cadre du fonctionnement du réseau des bibliothèques et du fonctionnement de la médiathèque Chalucy. En effet, ce dispositif permet d'associer les universités et les écoles et constitue également un réel soutien financier aux étudiants toulonnais. Il est pour, il est contre, il s'abstient. La délibération est donc adoptée. Merci beaucoup. Monsieur Cavana. Merci Madame le maire. Une délibération tout d'abord où on va se contenter de prendre acte. Il s'agit de la présentation du rapport annuel du délégataire des tennis de Loustalé. Je vous demande de prendre acte de le rapport. Vous voulez parler, monsieur? Non, pas du tout, je vous donne acte. Je vous demande de prendre acte. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. La 102. On signe un avenant relatif au réaménagement d'un prêt garanti à la Caisse des dépôts et consignations. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ces garanties d'emprunt sont faites par la métropole, mais dans la mesure où à l'origine c'est la ville de Toulon qui l'avait fait, s'agissant du réaménagement, il nous appartient de nous prononcer. Monsieur Bénédéla. Oui, Madame le maire, chers collègues, je saisis l'occasion de cette délibération pour laquelle nous voterons favorablement afin d'attirer votre attention sur les problèmes que rencontrent les locataires et l'office THM en général. Nous comprenons les difficultés que rencontrent les bailleurs sociaux et ils ne peuvent pas tout. Les ponctions du gouvernement, plus d'1 milliard par an, s'ajoutent à la TVA au taux le plus élevé, alors que l'on pourrait la baisser à 5% et permettre ainsi plus de réfection et de construction. Mais vous ne faites rien pour remédier à ces problèmes gouvernementaux et vous soutenez un gouvernement qui empêche les bailleurs sociaux de réaliser du logement social. Ne me dites pas que je m'éloigne du sujet, on y est en plein, tant pour cette délibération précisément sur la garantie d'emprunt que pour les questions que nous voulons vous poser. Au-delà des graves problèmes que rencontrent les locataires de la Beaucaire, qui ne sont toujours pas réglés, à ma connaissance, nous connaissons les vicissitudes que subissent les locataires de l'Est de Toulon, tant aux œillets qu'à la Poncette ou autour. Les problèmes s'accumulent. Des caves déclarées dangereuses par les pompiers eux-mêmes, l'invasion des punaises de lit, l'insécurité, la propreté insuffisante, le manque de transparence dans les attributions et les changements d'appartements. Tous ces problèmes relèvent de la dignité des locataires et impactent négativement l'ensemble du quartier, au-delà des bâtiments HLM eux-mêmes. Tout ne vous incombe pas en totalité, notamment en ce qui concerne l'insécurité. Mais nous sommes extrêmement inquiets et solidaires des habitants qui nous ont alertés et nous pensons que l'Office et la ville peuvent faire plus et mieux. Nous vous demandons ainsi de permettre la transparence en publiant les attributions et les critères d'attribution. C'est ce que nous nous engageons à faire pour notre part si nous sommes aux affaires. Nous vous posons les questions suivantes. Que comptez-vous faire pour contribuer à régler les problèmes d'hygiène très urgents, notamment en ce qui concerne les punaises de lit? Peut-on avoir des informations sur les travaux prévus, notamment à la Poncette? Avez-vous envisagé de traiter la question des caves? Sur la sécurité, qui, je répète, ne vous incombe pas en totalité, quelles mesures sont envisagées avec la police nationale? Les habitants sont les premiers à en souffrir. Voilà, je vous remercie de vos réponses. Merci, monsieur Dubéda. Je vais passer la parole à monsieur Mohamed Mahali, qui est président de l'office d'HLM. Merci, madame le maire, mes chers collègues, monsieur Dubéda. Plusieurs problématiques dans votre intervention. Donc je les ai notées, je vais vous répondre point par point. Concernant la construction de logements sociaux, je vous le dis officiellement et clairement, si vous avez du foncier qui est disponible sur la ville de Toulon, eh bien n'hésitez pas à nous communiquer les adresses et je peux vous garantir que l'office s'y rendra et mettra en place tout le plan financier pour pouvoir construire. Alors, après c'est toujours pareil, si vous me parlez de foncier disponible dans des quartiers comme le Faron, comme le Cabrin,
Après, il faut savoir que l'Office Toulon Habitat Méditerranée, comme n'importe quel bailleur social, a un point d'équilibre au niveau financier. Donc il ne faut pas que l'on parle de terrain qui coûte des millions d'euros, parce qu'il faut réussir à équilibrer l'opération, et il faut définir que l'opération soit neutre et pour l'office et pour les locataires. Ça, c'est le premier point. Donc, je vous le dis très officiellement, si vous avez des adresses de foncier sur Toulon, je suis preneur avec grand plaisir. Concernant les problèmes liés à la Beaucaire, et en l'occurrence les problèmes, j'imagine, vous faites allusion à l'augmentation des charges locatives au regard du réseau de chaleur urbain, parce que vous le savez, que ce soit à la Seine ou à la Beaucaire, le chauffage est assuré pour ces groupes par un réseau de chaleur urbain, chaleur qui est fournie par Zéphyr, mais en coopération avec le Cytomat. Effectivement, en début d'année, je vais vite refaire l'historique pour que mes collègues puissent rapidement comprendre. Le calcul de ce chauffage, le réseau de chaleur urbain, on va prendre les déchets, ou en tout cas le Cytomat récupère les déchets, les confie à Zéphyr, Zéphyr va les faire brûler, et donc ça va créer de la chaleur. Il y a un contrat qui fixe tout ça, et ce contrat, il y a un indice sur lequel le Cytomat et Zéphyr se basent pour calculer le coût de cette chaleur, et cet indice est lié directement à l'indice du gaz. Et l'année dernière, au regard malheureusement de la guerre en Ukraine et de différentes problématiques, l'indice du gaz a explosé, et de facto, le chauffage, le réseau de chaleur urbain, ou en tout cas la consommation et la facturation, a également explosé. Bien évidemment, ce n'est pas du fait de Toulon Habitat Méditerranée, et Toulon Habitat Méditerranée a reporté au titre des charges locatives le coût sur les locataires. Nous nous étions rendus compte de la situation bien avant, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait l'appel de ces charges et de cette augmentation, mais qu'à ce jour, il n'y a pas eu de mise en demeure de fait, et à ce jour, la situation est gelée. Ça fait à peu près un an que nous avons des échanges entre le Cytomat et Zéphyr pour discuter de cette problématique d'augmentation de charges locatives liées spécifiquement au réseau de chaleur urbain, parce que l'objectif, vous l'avez compris, c'est que ce ne soit pas supporté par THM, et donc, in fine, surtout par les locataires, mais par Zéphyr ou par le Cytomat. Alors, on a des débuts de bonnes nouvelles, mais je dis bien des débuts parce qu'il faut que ça se concrétise. À l'issue des différentes réunions que nous avons eues, que ce soit avec Zéphyr ou avec le Cytomat, il y a une discussion parce que, là je n'ai pas le terme exact, mais l'agence de l'énergie qui gère tout ce qui est bouclier tarifaire serait susceptible d'appliquer le bouclier tarifaire sur cette problématique-là, à savoir le traitement des déchets pour créer de la chaleur. Alors que, initialement, et je pouvais le comprendre, ce n'était pas le cas. Alors, il y a peut-être une solution, et je dis bien peut-être, parce que je sais que les termes que j'emploie ici, parfois sont extraits de leur contexte général, et on fait de grandes généralités. Donc je dis bien, il y a peut-être une solution, ou en tout cas, je l'espère. Et deuxième point positif, ce fameux indice lié au gaz, apparemment, ne serait plus appliqué aujourd'hui. En tout cas pour les années à venir. Et ça, c'est plutôt positif pour nous, parce que moi, ce qui m'inquiétait aussi, c'était cette problématique d'indice pour les années à venir, et c'était sur ce point-là que l'on travaillait. Donc, premier point, sur les problèmes liés aux charges locatives, précisément régularisation de charges au regard du réseau de chaleur urbain, parce que je sais qu'il y a des petits malins qui se permettent de faire un joli paquet de tout ça, et en disant les charges ont augmenté, on ne paye plus les charges. Non, on parle bien des charges concernant le chauffage. Pour tout le reste, elles sont appelées régulièrement et elles doivent être payées, parce que là-dessus, il n'y a aucune difficulté. Concernant la Poncette, vous avez évoqué la Poncette. Eh bien, écoutez, monsieur de l'UBEDA, vous n'avez pas attendu. Ça fait déjà quelques années qu'il y a un plan de réhabilitation, de rénovation de ce groupe. Et nous avons passé d'ailleurs en conseil d'administration le plan de financement pour 5 millions d'euros. Et cette réhabilitation du groupe de la Poncette, ce n'est pas juste un coup de peinture et de l'embellissement, c'est une réhabilitation en profondeur, et notamment, puisque nous avons une hausse du coût de l'énergie que tout le monde supporte, et donc il va y avoir une isolation de tout le groupe qui va être faite, et nous avions le choix de faire une isolation soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Par l'extérieur, le coût est beaucoup plus important, mais j'ai souhaité que cette isolation soit faite par l'intérieur pour deux raisons. Première raison, pour ne pas déranger les locataires au moment de l'exécution des travaux. Même trois raisons. Deuxième raison, pour ne pas obérer de la surface habitable à l'intérieur. Et troisième raison,
l'isolation par l'extérieur est toujours plus bénéfique pour conserver la chaleur à l'intérieur ou la fraîcheur en été. Donc voilà, concernant la Poncette, 5 millions d'euros qui sont investis. Je peux vous garantir que ce n'est pas rien, et surtout par les temps qui courent, et notamment suite à la fusion où THM a absorbé Terre du Sud Habitat. Donc ça, vous pouvez le noter et vous pourrez aller prêcher la bonne parole dans le groupe de la Poncette, même si les habitants le savent, puisque je m'y suis rendu personnellement pour leur indiquer, et ils étaient d'ailleurs ravis. Vous avez également parlé de l'attribution, excusez-moi Madame Le Maire, je suis un peu long, en fait, il y avait tellement de points. C'est nécessaire d'éclaircir cette situation. Oui, vous avez également parlé de la transparence de l'attribution des logements. L'attribution des logements se fait en commission d'attribution des logements qui est composée d'élus, bien évidemment d'agents de Toulon Habitat Méditerranée, mais aussi des services de la préfecture et notamment des services de la CAF. Donc, c'est parfaitement, je dirais, transparent, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et vous avez indiqué, parce que j'ai l'impression que vous démarrez déjà votre campagne municipale pour 2026 en disant... On va rester dans le sujet, moi. Oui, parce que vous indiquez, nous mettrons non, c'était dans le programme avant. La transparence des critères d'attribution. Écoutez, monsieur de Ibéda, en fait, je vous rassure, vous pouvez l'enlever de votre programme, la transparence sur les critères d'attribution, parce qu'il suffit juste de se rendre sur le site de l'Office HLM, sur l'Office, le site de la dette, sur le site de l'Ancols, et vous comprendrez quels sont ces critères d'attribution, parce qu'ils sont parfaitement légaux, et ce n'est pas l'Office THM ou le bailleur social en général qui met en place ces critères d'attribution, mais c'est bien la loi. Et il y a quand même un point qui est important, il s'agit de la présence des services de la préfecture qui sont toujours présents et attentifs justement à l'attribution de ces logements. Et enfin, les punaises de lit. Alors, aujourd'hui, monsieur de Ibéda, pour tout vous dire, parce que je regarde un petit peu l'actualité aussi, je me suis dit, bon, je vais répondre les premiers concernant les punaises du lit. Au moment où je vous parle, on ne m'a pas fait remonter de problématiques particulières, ou en tout cas plus importantes qu'en temps normal, relatives aux punaises de lit. Mais concernant les punaises de lit, deux observations, ou en tout cas plutôt une, avec deux axes de réflexion. Les punaises de lit, soit le locataire rentre dans les lieux, il constate immédiatement qu'il y a déjà des punaises de lit. Bien évidemment, c'est au bailleur à prendre en charge l'entretien, puisqu'il a mis en location un logement dans lequel il y avait déjà des punaises de lit. Mais là, ce que je vous dis, c'est tout simplement la jurisprudence de la Cour de cassation, je n'invente rien. Soit le locataire est dans les lieux depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, et il a ramené lui-même des punaises de lit. Et là, excusez-moi, mais la situation est quand même un petit peu plus compliquée. Et je ne vois pas pourquoi le bailleur social aurait plus de prérogatives qu'un bailleur privé. Donc, on n'a pas l'obligation de traiter dans ces cas-là. Mais, je vous le dis, nous sommes attentifs à ces problématiques de punaises de lit et vigilants. Et vous savez, en commission d'attribution des logements, notamment, parfois nous avons des dossiers de demandeurs de logement social qui souhaitent partir du privé pour venir dans un logement social, et où ils nous disent « mais je veux quitter mon logement privé parce qu'il y a des punaises de lit ». Et je fais quoi ? Je les fais venir sur le parc social avec leurs punaises de lit, avec les meubles pleins de punaises de lit pour venir peut-être infecter un bâtiment complet. Donc vous voyez, monsieur de Ibéda, on peut parler de plein de sujets, mais entre la théorie et la réalité, il y a un monde, et parfois c'est beaucoup plus simple d'en parler et de faire des grandes théories que d'avoir, permettez-moi l'expression, les mains dans le cambouis et gérer la situation au quotidien. Voilà, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos points. Je ne m'y attendais pas. J'ai fait ce que j'ai pu. Pas sur celle-là. Merci beaucoup. Monsieur de Ibéda. Oui. Je vous remercie d'abord parce qu'effectivement, il y a du nouveau, notamment sur la situation à la Beaucaire. Effectivement, moi je suis heureux d'apprendre que le bouclier tarifaire s'applique, c'est ce que je vous avais dit. Peut-être, oui. J'ai dû répéter 4 fois peut-être. Mais c'est une discussion. Mais ça serait une belle avancée. Une belle avancée, oui. Donc il faut l'appliquer, effectivement. Il demeure quand même beaucoup d'incertitudes et il faut penser aux familles qui sont dans une situation extrêmement difficile sur ce rappel de charges notamment. Mais si j'ai bien compris, il n'y a eu aucune mise en demeure. Donc, non, oui. Aujourd'hui, même si... Alors, excusez-moi, je déteste couper la parole. Peut-être, et c'est là où il y a un quiproquo, c'est informatisé.
Donc les appels de loyer et de charges sont effectués, mais en revanche, il n'y a pas eu de mise en demeure, ni de commandement de payer, ni quoi que ce soit. Après, pour le reste, c'est informatisé, et nous avons fait passer en son temps l'information par ces nouveaux moyens de communication, par texto à l'ensemble des locataires, notamment de la Beaucaire, en indiquant par texto, c'est dans votre... J'entends bien. Mais on ne vous l'appellera pas. J'entends bien qu'il y a des logiciels pour envoyer les factures, bien sûr. Mais, pardon, il n'en demeure pas moins qu'une note explicative, par exemple. On pourrait parfaitement envoyer une note explicative à tous les locataires pour leur dire voilà ce qu'il faut payer, voilà ce qu'il ne faut pas payer, voilà ce qui est en train de se passer. Donc voilà un début de solution pour stopper l'inquiétude des personnes. Je note quand même qu'il y a pas mal d'incertitudes, vous l'avez dit vous-même. Donc effectivement, il faut continuer à travailler sur ces questions-là. Et on y travaille tous chacun dans son domaine et chacun dans ses prérogatives. Sinon, si vous me demandez de vous remplacer, peut-être je vais étudier la question. Sur la transparence, M. Mali, ce que je demande, ce n'est pas les critères, de publier uniquement les critères. Je demande de publier les attributions. Parce que... Oui. Par contre, il y a un problème de confidentialité. Ça peut être intéressant, ceci. Oui. Tout à fait. Très intéressant. Oui. Et donc, voilà, sur les punaises de lit, j'entends bien toutes les difficultés que ça représente. J'entends bien toutes ces difficultés. Seulement, et en plus, ça n'incombe pas totalement à l'office HLM. J'entends ça aussi. Ceci dit, l'office HLM peut, par exemple, lancer une campagne de nettoyage et d'hygiène générale, de façon à contribuer à ce qu'il y ait moins de danger. Parce que, effectivement, il y a des gens qui ramènent, et on ne sait pas comment ils les ramènent, hein, M. Mali. C'est pas parce que c'est un nouveau locataire, c'est peut-être parce qu'il a voyagé en train, qu'il ramène des punaises. Donc, attention à ce qu'on dit quand même, sur ces questions-là. Mais donc, il faut prendre le taureau par les cornes, et parce que, après, ça s'étend, et la situation est beaucoup plus grave et beaucoup plus difficile à traiter. Donc, je vous remercie de vos réponses, mais on continue à travailler et à réfléchir, parce que la situation des locataires est quand même extrêmement difficile. Merci beaucoup. Monsieur Coussel. Oui, Madame le maire, je vais revenir sur le sujet des collines Saint-Pierre. Nous allons nous abstenir sur cette délibération, car on peut étaler, restructurer, lisser, réaménager, être garant d'une dette. Mais la question de fond est que faisons-nous avec l'argent public? Nous sommes aujourd'hui dans un cas d'école, de paupérisation d'un quartier causé par une plus que mauvaise gestion de l'habitat social, avec l'implantation de familles peu recommandables, et cela année après année. Le 4e niveau de la résidence est aujourd'hui invivable, une impression de favela. Comment, en l'espace de quelques années, on a pu transformer la colline Saint-Pierre, élégante résidence à vocation militaire, avec de très belles vues, des pinèdes mitoyennes et une vraie qualité de vie, en la colline à des yeux. Aujourd'hui, Madame le maire, c'est des dealers dans la cité, un espace commun pas entretenu, un surstationnement dû au manque de place. Les enfants ne peuvent jouer dehors à cause des voitures qui roulent très vite, trop vite. Au passage, on peut voir, si on veut voir les nouveautés 2023, BM, Audi et Mercedes, c'est l'endroit où il faut être. Comme on dit, malgré le fait que ces véhicules soient peu en adéquation avec le logement social, les militaires ne veulent plus y habiter, mais les loyers peu élevés les contraignent à rester, faisant d'eux les nouveaux sacrifiés du fameux vivre ensemble ou plutôt vivre avec. Quant aux retraités militaires, l'augmentation de loyer subie du fait qu'ils changent de statut préfèrent partir vers une meilleure qualité de vie, laissant sans le vouloir le quartier s'enfoncer un peu plus. Merci Madame le maire. Merci Monsieur Coussel de ces propos très optimistes. C'est la réalité Madame le maire. Je constate que vous avez été au Collines Saint-Pierre puisque vous connaissez toutes les voitures. Je suis allé au Collines Saint-Pierre, le temps que je suis resté, je peux vous dire, venez avec moi, on va regarder. Alors peut-être qu'il faut le dire au bailleur social. Ah, je le dis. On va passer la délibération si vous voulez pas qu'on en parle. Le bailleur social, c'est pas nous. Non, mais si on délibère. Nous, c'est pour le prêt, je rappelle. J'entends, mais ce que je dis, c'est que... On mélange pas tout, quand même. Je mélange pas tout, mais ce que je disais en préambule de mon propos, c'est que faisons-nous de cet argent, oui. C'est ça le problème. Non, mais j'entends, mais notre garantie... Très bien. On ferme les yeux sur le reste. Merci beaucoup. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe à la délibération suivante. Là aussi, il s'agit de prendre acte, c'est le descriptif des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux pour l'année 2022.
Je vous demande de prendre acte de la transmission de l'état des travaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, merci beaucoup. On continue. Nous revenons au HLM avec la signature des conventions relatives à la gestion de la réservation de la commune avec les différents bailleurs sociaux qui sont sur notre territoire. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Alors, la présentation du dossier, M. Mali sort de la salle. Donc auparavant, ces réservations au profit de différents réservataires et notamment la commune, ces réservations se faisaient sur le stock et elles se feront à compter de 2024 en flux. Alors, juste une petite indication, une petite modification. Dans la délibération, il y a différentes annexes qui sont jointes et dans l'annexe 2, il y a une petite coquille. Il faut lire non pas 70 logements au profit de la ville, mais 80. Oui. Monsieur Navarane. Oui, c'était peut-être la délibération pour parler de manière plus générale du logement social. Mon collègue Nicolas Koutsev parlait spécifiquement de la colline Saint-Pierre. Reconnaissez, Mme le maire, que chaque fois qu'on délibère sur que ça soit de l'argent qu'on verse ou de l'emprunt que l'on souffrait juste qu'on parle de la réalité du quartier, parce que malgré tout, c'est notre argent, l'argent des Toulonnais, qui vient abonder cela. Mais d'une manière générale, sur la question du logement social, de la politique de notre ville, sur les règles de l'État, j'entendais, hein, tout ne dépend pas de nous. C'est vrai que sur... Monsieur Delubeda nous disait il faut publier le nom des attributaires. Nous, on a envie de dire chiche. Je pense que les gens ne seraient pas déçus. Et je pense qu'électoralement, ça pourrait porter. Enfin, c'est pas l'objectif. Et l'objectif aussi de la transparence, elle est de se dire la vérité. Ici, à Toulon, il y a des associations, par exemple, qui aussi prêtent leur capacité à aller dans l'attribution des logements sociaux, à gérer cela avec nous. Il y en a même une d'association qui est gravement mise en cause. Et nous, on n'a jamais caché qu'à chaque fois qu'il y a une mise en cause, on ne veut pas taire le sujet et dire que la justice doit faire toute la lumière parce que les faits, en l'espèce avec l'association Aval, qui sont avancés, sont très graves. Et là aussi, en matière d'attribution, dans les quartiers, pourquoi est-ce qu'un certain nombre de refus de gens qui auraient besoin, qui demandent un logement social, ne souhaitent pas aller dans certains quartiers? Parce qu'ils sont devenus, comme est en train de le devenir la colline Saint-Pierre, de véritables zones de non-droit, ou de zones de non-France, ou de zones où on a beau dire ce que l'on veut, la réalité, elle frappe le quotidien de ceux qui y habitent. Tout à l'heure, notre collègue Mahali mettait un petit peu un défi à M. Delubeda. Si vous avez du foncier disponible, je prends. On a délibéré au conseil municipal précédent sur la Beaucaire où on rachète un terrain pour le développement du quartier de la Beaucaire. On aurait pu d'ailleurs se poser la question, plutôt que d'y construire là la nouvelle école et les locaux associatifs et tout ça, y réserver de l'espace pour faire du logement social. Mais la réalité, c'est qu'à la Beaucaire, il y a déjà trop de logements et que les gens ne veulent plus aller aussi à la Beaucaire. La réalité du logement social, c'est que j'entendais parler de soutien politique, de politique nationale. Mais c'est hormis notre formation politique, qui dénonce les phénomènes qui font que dans ces quartiers-là, sur la question des logements sociaux, la priorité, elle ne vient pas aux Français. Que la réalité, notamment dans ces quartiers-là, où, mais comme nulle part ailleurs, on déverse le plus d'argent, et toujours plus d'argent. Et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on ne se pose pas la question dans notre parole politique, y compris dans cet hémicycle municipal, que de parler du multiculturalisme sans en dénoncer les travers, sans dénoncer une situation que nous pouvons soutenir politiquement? Pas nous, nous sommes clairs sur le sujet, mais en subventionnant des associations qui continuent à faire cet appel massif. Il y a aussi des questions de clientèle électorale dans les logements sociaux. J'avais l'impression que vous y étiez déjà en campagne électorale. Alors, ça peut vous rassurer, mais vous siégez de toute façon depuis très longtemps. Hein. Vous savez que mon ton ne change pas. C'est vrai. Et que moi je suis en campagne électorale permanente. Pourquoi? Parce que moi je suis élu pour faire entendre ceux qui nous ont élus.
Donc moi, j'ai pas d'agenda, hein. Jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre voix, il faut faire entendre ce que les gens vivent. Et vous le savez, puisque vous vivez cette ville comme nous. Mais trop souvent, hélas, nous taisons ces sujets-là. Enfin, dans le cœur de la délibération. Certes, c'est la loi. La loi nous demande de passer à une logique de flux. Et Robert Cavana nous l'a bien expliqué, il maîtrise parfaitement ce sujet, que ça allait être, du coup, au début, quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Mais à la fin, qu'est-ce que ça changera? Eh bien nous, ce que nous espérons, peut-être avec de la transparence, peut-être avec un changement de paradigme, peut-être en faisant entendre, en faisant remonter ce qui se passe sur le terrain, que les règles changent enfin et que les Français puissent vivre paisiblement dans leur pays et que les Français vraiment nécessiteux, eux, soient prioritaires dans les logements sociaux qui sont payés par leur argent. C'est l'argent des Français qui payent les logements sociaux et ça, il ne faut pas l'oublier. Je vous remercie. Je vous rassure, c'est les Français qui sont attributaires. Ah bah pas Par contre, je prioritairement. réponds, ça ne coûte rien à la ville. On ne verse rien. Bien sûr. Monsieur de Hubeda. Oui, évidemment, chers collègues, je ne peux pas ne pas réagir sur ces questions-là, parce qu'elles touchent à la vie au quotidien des Toulonnais, des Toulonnaises, et ça concerne le conseil municipal. Dire qu'on verse beaucoup plus d'argent sur ces quartiers, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc il y a une question, effectivement, qui apparaît notamment quand il y a des poussées de colère et des poussées de violence, qui par ailleurs sont inadmissibles, qu'il faut condamner, mais qui ont des causes. Il faut s'attaquer aux causes et pas aux effets de ces poussées de colère et de ces violences. Si on s'attaque aux effets, en ne faisant que de la répression, et je regrette de le dire, mais les propositions de Mme Borne hier n'allaient pas dans le sens de la prévention, elles allaient que dans le sens de la répression. Espérons qu'aujourd'hui, elle va présenter des propositions dans ce sens-là, et notamment dans le sens de l'éducation, dans le sens de la résolution des problèmes sociaux, qui sont effectivement les causes de ce mal-être qui pousse les gens à vivre mal. Il y a la question de l'insécurité. Il faut la traiter, mais évidemment, le conseil municipal peut dans ce domaine-là. Sur la question du foncier, ben, on voit bien qu'il y a des constructions un peu partout. L'autre jour, je citais un exemple, je peux le reciter, M. Mali n'est plus là, mais je me ferai un plaisir de lui rappeler, à la Palace, il s'est construit plus de 100 logements sur un terrain qui était un jardin remarquable. Oui, et sur ces 100 logements, 30% de logements sociaux. Non. À la Palace. Dans ces logements, non. Obligatoirement. Sur toute construction, on est à 30% de logements sociaux. Et sur le fait que les bailleurs sociaux ne peuvent pas acheter des terrains chers, c'est justement l'objet d'une partie de ma première intervention, sur le fait qu'il faut donner les moyens aux bailleurs sociaux. Et pourquoi le pharaon serait-il interdit aux personnes à revenus modestes? Voilà. Donc, et puis je note évidemment que de la part du Rassemblement national, la réponse c'est moins de social, moins de logement social, moins de réponses sociales, moins de réponses éducatives, et puis tout au privé, et puis allez, on se débrouille comme ça. On voit d'ailleurs les effets dans certains pays où leurs amis sont au pouvoir. Voilà, qui est pour, qui est contre? Monsieur Cavana, j'ai la parole. Oui, on a évoqué la politique nationale, on a évoqué les questions de sécurité, en d'autres termes, des thèmes qui ne rentrent ni dans la compétence du conseil municipal, ni dans la compétence de l'État. On va revenir un petit peu sur ce qui concerne la compétence de Toulon-Aquitaine-Méditerranée. En ce qui concerne la transmission du nombre des attributaires, on n'a pas le droit de le faire, à telle enseigne que lorsqu'on est en commission d'attribution, les documents qui nous sont fournis ne peuvent pas sortir de la salle et doivent y rester. Toujours en s'agissant de ces attributions, qui génèrent bien souvent des fantasmes, je tiens quand même à rappeler que l'office d'HLM est régulièrement contrôlé par deux organismes. L'un c'est l'ANCOL, c'est un organisme interministériel, et l'autre c'est la Chambre régionale des comptes. Et si on sort les différents rapports qui ont été produits depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas de critique particulière sur les modalités d'attribution des logements. Tout va bien. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est la CRC. Tout va bien, M. Cavana.
Merci beaucoup. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Robert, on continue. Alors, le Centre communal d'action sociale met à disposition de certaines associations une partie de ses locaux et, au terme des dispositions du Code général des collectivités territoriales, dès lors que ce type de mise à disposition est projeté par le CCAS, il faut un avis conforme du conseil municipal dès lors qu'on change la destination de ces locaux. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On va passer à la culture. Amiral. Oui, Madame le maire, mes chers collègues, la première délibération dans le domaine culturel concerne l'approbation d'une convention cadre qui encadre son but, les prêts d'œuvres d'art des musées et des collections qui appartiennent à la ville, quand d'autres musées et d'autres structures les sollicitent. Elles sont nombreuses. Et donc, il m'a semblé qu'une convention cadre permettait d'uniformiser cela. Dans le même biais, vous nous autoriserez à signer, dans l'autre sens, les conventions cadres, une convention qui serait proposée par d'autres musées pour que nous puissions faire venir leurs œuvres dans nos musées. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue. La délibération suivante consiste à actualiser la liste des consommations, il y en a quelques nouvelles, et également fixer les tarifs des consommations du café culturel ici à la bibliothèque Chavis. Oui, monsieur Navarra. Oui, merci. Il y a une entrée dans la carte qui est la formule anti-gaspi, qui est une bonne chose. C'est la viennoiserie de la veille, et donc c'est une actualisation là, qui est largement bénéfique. On a discuté de certaines augmentations, certains produits, même si leur coût en façade est assez, pourrait-on dire, concurrentiel par rapport à un bar tels qu'on les a plus classiquement, mais tout de même, on m'a fourni hier le bilan comptable spécifique de cette activité. Alors, il y a deux choses instructives qui se dégagent de cela. Premièrement, la dynamique, et deuxièmement, la balance très bénéficiaire, puisque en 2020, c'était 13 000 € de bénéfices, la différence entre les recettes et les dépenses. En 2021, où l'année a été un peu plus compliquée, il y a eu un petit peu moins de recettes, mais on a tout de même 11 000 € de marge bénéficiaire. Et sur l'année 2022, c'est le record, puisqu'on a 28 000 € de marge bénéficiaire. Et donc l'appel, nous nous abstiendrons sur le sujet, quand on voit qu'il y a parfois des produits, encore une fois, je ne dis pas que leur prix devient exorbitant, mais l'augmentation que l'on va voter aujourd'hui, parfois 20% d'augmentation, c'est le cas des biscuits, c'est le cas... nous la trouvons un peu excessive, compte tenu encore une fois du bilan et de la balance recettes-dépenses. Je pense que parfois, même s'il y a une inflation, même s'il y a des produits dont le prix des matières premières augmente, je pense que quand on fait 28 000 € de marge bénéficiaire sur une année, sur un exercice, on peut modérer un peu les augmentations. Voilà, nous le regrettons et nous nous abstiendrons, même s'il y a aussi des choses positives dans la délibération. Merci, monsieur Navarra. Qui est contre? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je voulais juste signaler, M. Navarra, que les chiffres que vous avez, comme moi d'ailleurs, s'arrêtent à 2022, qui seront probablement un petit peu plus faibles en 2023 pour des raisons techniques, puisque on a eu une rupture de marché pendant un mois ou deux et qu'on ne peut plus servir de boissons chaudes. Et enfin, que même si effectivement l'écart dépenses-recettes est certain, évidemment, ça ne prend pas en compte les charges sociales liées aux employés qui s'occupent du café culture. Comme vous le savez, ce café est ouvert de l'ordre de 45 heures par semaine. Donc c'est une charge non négligeable, puisqu'il faut à peu près 4 agents pour être certain de pouvoir couvrir cette entité. Voilà. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue, Yann. Oui, alors, ce
suivante concerne les expositions, ou un projet d'exposition qui va s'ouvrir bientôt au sein de notre cabinet d'art graphique de notre musée et qui sera consacré à deux personnages importants de notre histoire, Gaudency et André Allard, deux frères, l'un sculpteur, l'autre architecte. Gaudency Allard étant notamment l'architecte du musée d'art lui-même, l'architecte qui a conçu la fontaine sur la place de la Liberté, qui a conçu également l'ancienne caisse d'épargne, et puis qui a également conçu un certain nombre de constructions ailleurs dans le Var, et notamment à la Londe. Alors nous voulons, avec la Londe, monter cette exposition, et donc on vous propose de signer une convention tripartite de partenariat entre nous, Ville de Toulon, et l'Office de tourisme intercommunal La Londe et Mortuaire Scolorière Pierrefeu, et puis enfin l'association Essor, qui est une directive scientifique de soutien à la recherche, histoire des arts méditerranéens du 20e siècle, qui sont une association universitaire spécialiste en histoire de l'art. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et bien, nous allons passer sur la prévention de la délinquance. Laurent. Merci Madame le maire. La ville de Toulon souhaite développer en partenariat avec le ministère de la Justice diverses actions visant au développement de mesures alternatives aux poursuites. À cette fin, la ville souhaite signer une convention avec le ministère de la Justice, service pénitentiaire d'insertion et de probation, pour la création de postes de travail d'intérêt général, et un protocole de mise en œuvre d'une coopération renforcée avec le ministère de la Justice parquet, du tribunal judiciaire de Toulon, procédure de rappel à l'ordre, transactions pénales et alternatives aux poursuites. Monsieur Navarane, vous attendez. Vous m'attendiez sur le sujet. Bon. Alors Vous avez eu un avant-goût tout à l'heure. Je ne vous décevrai pas. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Bien évidemment, nous y sommes favorables. On a eu beaucoup d'échanges sur le sujet. Parfois, il pouvait y avoir des tons en réponse qui nous étaient faits un peu sarcastiques. Et pourtant, enfin voilà la réalité. La réalité, c'est que la ville de Toulon n'avait plus ouvert de poste depuis très longtemps en termes de travail d'intérêt général, qu'il fallait ces postes-là. Et contrairement à ce qu'on nous disait, alors certes, il y a peut-être eu une mauvaise expérience il y a déjà de très nombreuses années. Un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais enfin, voilà, c'est fait, c'était des propositions électorales qui avaient animé le programme de notre liste, donc nous y sommes favorables. Quelques remarques. On démarre de manière modeste, pour voir comment est-ce que ça se passe, et donc je crois qu'il y a l'ouverture de pouvoir escompter dans les années qui viennent à un peu plus de postes que les deux qui nous sont proposés aujourd'hui. Les rappels à l'ordre, c'est aussi quelque chose de bien bénéfique. Là, pour le coup, la réponse qui m'avait été faite, elle était assez ferme et définitive de la part de l'ancien maire. J'avoue que je trouve très positif ce changement de braquet. Je pense que de recevoir les jeunes délinquants en mairie pour essayer de les impressionner un peu, avec certains ça ne marchera pas, et il faut un peu de répressif aussi, parfois même un peu beaucoup. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans la pédagogie, et donc je crois que c'est bien nécessaire de les recevoir. Le maire ou un adjoint ceint de son écharpe pour un peu voilà, marquer le coup et essayer de faire changer la tendance délétère dans laquelle on se trouve aujourd'hui en termes d'insécurité et d'incivilité, et notamment avec des actes qui sont perpétrés par des jeunes de plus en plus jeunes. Enfin, une remarque. Nous avons un parlementaire, alors je regrette que ce soit juste le moment, mais c'est pas du tout, je pense, lié, mais il ne soit pas là. Je sais que nos parlementaires vont le soutenir, et j'espère qu'il le soutiendra lui aussi. En tout cas, il pourra en parler à notre ami Laure Lavalette, qui pourra bien le briefer là-dessus. L'Assemblée nationale doit aussi, pour le plus grand bien de notre collectivité municipale, changer les règles. Ici, le maire de Toulon, qui est garant aux yeux de la loi, de la sécurité et de la salubrité publique, ne sait pas, par exemple, parmi son personnel, qui est fiché S. Et quand on va nous demander de prendre des jeunes dans le cadre de travail d'intérêt général, la question se posera. Saura-t-on exactement, parce qu'on peut être condamné pour un acte de délinquance marginal, qui vaudra une peine de travail d'intérêt général, mais saura-t-on vraiment quel est le statut du délinquant?
Et donc là, j'en appelle vraiment voilà, à cette vigilance. Il faut que les règles changent et que la loi informatique et liberté, le respect de la vie privée, le cloisonnement entre justice et politique, mais il faut que le maire de la ville, qui est censé garantir, et je ne doute pas que c'est une mission qui vous tient à cœur, elle n'est pas faite parfaitement, on ne va pas être toujours d'accord là-dessus, mais malgré tout que le maire de la ville puisse savoir, dans le personnel municipal qui est fiché S, et là, en l'espèce, dans les jeunes que nous pourrions avoir, s'ils ne sont pas par ailleurs pour d'autres faits fichés S, parce qu'encore une fois, je crois qu'il faut savoir si le loup est dans la bergerie. Je vous remercie, nous serons très favorables à cette délibération. Vous avez raison, il faut juste changer la loi. Donc, Yannick, qui n'était pas là, il t'a interpellé. Si tu as besoin de conseils, Laure Lavalette est à ta disposition. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Jérôme, on continue. Oui, la deuxième délibération, il s'agit d'une délibération d'un redevable. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est approuvée. Mohamed. Je vous remercie Madame le maire, mes chers collègues. Comme vous le savez, tout ce qui est publicité, préenseigne et enseigne concernant les commerces sont régis par le règlement local de publicité. En 2010, la loi Engagement national pour l'environnement nous a amené à devoir moderniser ce règlement local de publicité. Dans l'intermédiaire, à savoir en 2018, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a récupéré la compétence, en l'occurrence en matière de publicité. Et donc, il a été passé en conseil métropolitain il y a quelques années déjà de cela. Les orientations et les objectifs du nouveau règlement local de publicité, mais intercommunal cette fois-ci. On passe au niveau de l'interco et de la métropole. Et donc, aujourd'hui, on vient tout simplement prendre acte de la présentation des orientations générales du règlement local de publicité intercommunale. Merci, Madame le maire, chers collègues. L'ensemble des orientations est bien sûr intéressante, mais je reviens quand même sur l'orientation numéro 5, qui est adopter la règle nationale d'extinction nocturne pour les dispositifs lumineux. C'est déjà ça, mais ne pourrait-on pas aller plus loin, restreindre encore plus les dispositifs lumineux publicitaires? A-t-on vraiment besoin d'avoir des enseignes, préenseignes, publicités ou vitrines allumées jusqu'à 1 h du matin? Nous avons une crise de l'énergie qui ne peut pas se résoudre simplement en payant un peu plus cher les factures. Nous avons des animaux qui souffrent de la pollution lumineuse des villes. Ne pourrait-on pas demander une extinction de ces dispositifs lumineux dès 22 h ou 1 heure après la cessation de l'activité si celle-ci est plus tardive? Avez-vous des arguments pour garder allumés ces dispositifs jusqu'à 1 h du matin? Je ne pense pas que cela permette à nos commerçants de vendre plus et ne fait qu'augmenter leur facture d'électricité. Je ne pense pas que cela rassure les piétons, il y a bien suffisamment de lampadaires dans nos rues. J'ai d'ailleurs hâte qu'il y ait plus de dispositifs pour réduire leur luminosité la nuit. Je vous demande donc de faire pression sur la métropole pour avoir une extinction des publicités, préenseignes, enseignes et vitrines dès 22 h ou 1 heure après la cessation de l'activité si celle-ci est plus tardive. Je vous en remercie par avance. Oui, Monsieur Leroy, alors il n'est pas question de faire pression sur qui que ce soit. Aujourd'hui, ce que l'on vote, c'est ce que d'ailleurs vous avez voté le 15 décembre 2020. J'ai demandé le rapport, enfin la délibération du Conseil métropolitain, et donc vous aviez voté pour ces 5 orientations, et notamment la 5e dont vous faites état. Personne ne mettra de pression sur personne, puisqu'aujourd'hui le projet n'est pas arrêté, Monsieur Leroy, et donc dans le cadre notamment de l'enquête publique, je ne peux que vous inviter à faire part à l'enquêteur public de cette remarque-là, et à ce moment-là, tout ça sera peut-être pris en considération. Voilà. Pas de pression. Je le ferai, mais je pense que vos voix ont peut-être plus de pression, ont peut-être plus de pouvoir que les miennes, puisque vous êtes dans la majorité, pas dans le... Monsieur Leroy, certes, mais on vous écoute, vous savez qu'il y a un échange, et en tout cas, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et on en discutera, mais le moment voulu. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Robert, monsieur Saint-Germain est absent. Robert, sur la suivante, stationnement en surface. Merci Madame le maire.
Oui, vous le savez, le mode de fonctionnement du stationnement en surface implique que nous disposions du numéro d'immatriculation du véhicule. Or, la question se pose sur la possibilité de conserver à titre privé ce numéro d'immatriculation. Alors, je passe sur les différents textes pour en venir à un avis du Conseil d'État qui précise que les collectivités territoriales peuvent écarter le droit d'opposition de l'automobiliste, ce qui signifie en clair que nous pouvons maintenir notre système de stationnement dès lors que nous dérogeons à ce droit d'opposition. Monsieur Koutsef. Madame le maire, sur le sujet du stationnement en surface,